Tandis que l'équipe fignole les derniers détails avant la représentation, Pierre Porcheron, comédien et metteur en scène, membre de la compagnie de théâtre Elvis à l'attaque, nous dévoile l'origine et la création de Première Neige, le spectacle qu'il jouera dans quelques heures. Je m'appelle Pierre Porcheron, je suis directeur de la compagnie Elvis à l'attaque et on présente un spectacle qui s'appelle Première Neige et sous-titre Winter is Coming. C'est une compagnie qui est née en 2013 et elle est née au Québec. J'habitais au Québec à ce moment-là, je travaillais avec une compagnie québécoise et j'ai monté un premier spectacle en France, au conservatoire, et puis après il s'est terminé. La première a été à Montréal, en mars 2013. Comment t'es venue l'idée d'adapter Première Neige de Maupassant ? Parce qu'il fallait faire un deuxième spectacle. On avait reçu une commande d'un festival qui s'appelle Marteau. C'est dans le sud de Paris, c'est Malakoff, Clamart, Châtillon, enfin voilà. Donc c'est un regroupement de théâtre qui a fondé un festival qui s'appelle Marteau, Marionnette Théâtre d'Objets. Et puis ils nous ont fait une commande de faire un spectacle de 15 minutes maximum en vitrine, donc dans une vitrine de commerçant, que ça se monte en 2 heures maximum et que ça se démonte très très vite. Et c'est en tombant sur cette nouvelle, Première Neige, que j'ai trouvé très très belle. C'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. Il n'y a pas une accroche, ça parle de tel thème politique ou sociologique. Non, ça a été vraiment, c'est le destin d'une jeune femme qui est très timide, qui est mariée de force à un mari. Elle part de Paris où c'est la vie joyeuse, elle va en Normandie où c'est l'horreur finalement pour elle. Donc ça raconte beaucoup la vie de Maupassant. Et la forme de la nouvelle a été très belle parce que c'est une forme cyclique. Ça commence vraiment comme dans un film où on a vraiment on peut imaginer un plan large et puis ça fait la Côte d'Azur. Voilà, la Côte d'Azur, ça tombe sur la montagne de l'Estérel, les petites maisons qui sont sur le bord de la colline, et puis après on se rapproche de la Croisette jusqu'à la porte qui s'ouvre et il y a une dame qui sort, une jeune femme vient de sortir et elle se dirige vers la plage. Ce petit motif-là, on le retrouve à la fin de la nouvelle et on passe par un grand flashback parce que Maupassant nous dévoile la fin de je dis la pièce parce qu'on l'a adaptée, mais la nouvelle, en nous disant qu'elle va mourir. Donc on connaît la fin. Mais on apprend pourquoi elle va mourir. Pourquoi est-ce qu'elle meurt, mais heureuse. Elle n'est pas heureuse de mourir, elle va mourir, mais elle est heureuse. En fait, elle est heureuse du choix qu'elle a fait. Elle est totalement heureuse du choix qu'elle a fait parce que c'est un choix elle décide pour la première fois dans sa vie et dans cette nouvelle, de faire un choix qui est un choix enfantin, c'est de tomber malade pour aller le plus souvent au soleil. Parce qu'à un moment, elle tombe malade en Normandie, puis la seule solution qu'on trouve, parce que son mari ne veut toujours pas mettre de chauffage dans leur grand château, dans leur manoir. Alors on l'envoie en Méditerranée, et là, quand elle arrive en Méditerranée pour la première fois, elle découvre le soleil, l'air bleu, les orangers en fleurs, et puis du coup, elle est heureuse, elle est vraiment heureuse de ça. Donc en fait, elle fait comme une petite fille de 8 ans, elle va retomber malade, elle guérit la première fois, elle retombe malade pour pouvoir retourner au soleil. Et c'est le seul choix qu'elle fait dans sa vie. Et c'est le choix qui l'amène à la mort. Du coup, c'est un peu salaud de la part de Maupassant de mettre son héroïne dans un entonnoir tel que celui-ci, mais c'est beau. Est-ce qu'il y a eu une phase de réécriture ? Ouais, il y a une réécriture. En fait, alors, ce que je disais tout à l'heure, quand on a eu la commande de jouer en vitrine, on ne savait pas quoi faire comme spectacle. Et puis en tombant sur cette nouvelle et avec la comédienne qui était à la base sur ce spectacle-là, qui s'appelle Maya Comer, on faisait un peu de radio, une radio web. Donc, du coup, il y avait ça un peu qui traînait dans l'air et on a décidé de faire une adaptation radiophonique de Première Neige. Donc le spectacle en vitrine s'appelle Petite Neige parce que ça dure 14 minutes. On est comme si on était un France Bleu, pas France Bleu, si France Bleu Région. Ouais, tu vois. Alors c'est inspiré d'une dramatique de France Culture, comme si France Bleu des fois il se déplace dans un centre commercial. Et oui, aujourd'hui on est au centre commercial Les Ulysses, alors on est très content et puis voilà, tu sais, il y a des directs comme ça.
Donc là, c'est deux personnages qui font une petite dramatique, une petite virgule de 10 minutes. On imagine que c'est avant le 13h ou un truc comme ça. Il y a des fausses pubs avant, des fausses pubs après, et ça s'appelle La langue bien pendue, et ça raconte une nouvelle, un moment littéraire. C'est le moment littéraire de la radio. Donc c'est né comme ça, et en fait, de faire une dramatique où les acteurs, ils jouent les présentateurs, les personnages, et ils font les bruiteurs, ils font tout en même temps. Donc on voit tout ce qui ne se voit pas à la radio d'habitude, et là on le voit. Et puis après, ça a fait son chemin, il fallait faire un deuxième spectacle en fait, pour la compagnie. Le premier avait très bien marché, et on est resté sur cette idée de radio, mais puis on a gardé cette histoire, et on l'a développée par contre. Et on l'a concentrée spécialement sur scène, et on a inventé une double histoire en fait. Autant dans la première, dans Petite Neige, c'est le même procédé avec le même texte, mais c'est deux spectacles complètement différents. Parce que dans le premier, c'est une variation. J'aime beaucoup ça, les variations. Autant dans Petite Neige, on avait deux personnages c'est des personnages de sketch. Tu vois, il n'y a pas de psychologie à avoir entre le présentateur et la présentatrice. Ils sont présentateurs, présentatrices. Et dans Première Neige, on est vraiment dans une mise en abîme où c'est les comédiens qui accueillent le spectateur et qui présentent au spectateur d'où ça vient et qui disent pourquoi est-ce qu'on en est venu à faire cette nouvelle, à l'adapter en radio. Mais c'est les comédiens un peu personnages. En fait, on joue des personnages de comédiens. Voilà. Et après, ils vont se mettre en scène, eux, en interprétant la jeune fille de Première Neige, Henri de Parville, le curé, les parents. On a inventé d'autres personnages pour étoffer la nouvelle. Et puis, en fait, là, ça a été très joli ce travail, parce qu'en fait, ça a été un travail de développement. Parce que Maupassant, il a quand même un art assez particulier où il arrive à mettre beaucoup de choses dans des petits motifs. Tout un monde en 2-3 phrases. Et en fait, tout le truc, ça a été de développer les phrases et de développer le motif qu'il y avait à l'intérieur. Puis voilà, elle a été mariée à un moment, c'est 4 ans auparavant. Elle est gaie, parisienne, heureuse de vivre. Elle est mariée à l'église. Et nous, le gaie, parisienne, heureuse de vivre, on l'a traduit. Et elle est au milieu des grands boulevards, elle est à Paris. Et puis en fait, on l'a placée, on s'en foutait de la cohérence historique. On l'a placée dans les années folles, les années 20, il y a 100 ans, pour dire que Paris, c'était super, quoi. C'était on va à la Coupole, c'est entre Montmartre et Montparnasse, et puis c'est le jazz. C'est le jazz. Enfin voilà, c'est toute la folle vie. On fume, on boit, on va dans les restaurants. Enfin voilà, c'est toute la nuit. Et donc ça, et puis c'est la vie à laquelle aspire Maupassant, quoi. Il va là-bas. Et elle est cueillie de ça, et puis elle est envoyée en Normandie. Oui, et par exemple, je me souviens de la phrase sur l'acceptation de son mariage, qui en fait, en quelques mots, résume complètement l'état d'esprit du personnage. Et c'est un truc qui est très fort, parce qu'en le lisant, elle aurait volontiers dit non. Elle fit oui d'un mouvement de tête pour ne point contrarier père et mère. Et c'est un truc je sais pas, alors peut-être parce que je suis blanc, des villes et tout ça, mais on se rend pas compte qu'on peut... Mais il y a des gens sur la planète qui, effectivement, pour des raisons, pour pas vexer père et mère, vont accepter un mariage. Et on l'a vu, on avait joué à Montréal cette pièce-là, et c'était des pièces pour des gens qui ont un programme d'immigration, ou des gens qui arrivent, on leur propose un programme pour apprendre le français. Donc il y a un programme de spectacle, et on faisait partie de ce programme-là. Et du coup, on a joué devant beaucoup de femmes, soit des femmes du monde arabe, donc qui venaient de Syrie, Palestine, et des latinos, beaucoup de Mexicaines, Paraguay, tout ça. Et les femmes ont vraiment été émues par ça, par ce petit truc-là. Le mariage de force, et que c'était vraiment tout un truc qui était... Et en fait, c'est la seule fois qu'on a touché comme quelque chose de... sociologiquement, politique, assez fort. Et alors que c'est pas du tout, moi je rentre pas du tout là-dedans. Enfin, c'est pas parce que j'ose pas, mais c'est parce qu'il y en a, je pense que c'est plus leur combat, et qu'ils le font très très bien, et que j'ai pas de légitimité à le faire. En fait, je trouve pas de légitimité à le faire. Et là, on l'entend, c'est une pièce avec des objets, mais c'est aussi une pièce radiophonique. Et les objets nous servent de bruitage, de bruitage essentiellement. Et Jocelyn, il mixe en direct le bruitage. Donc il envoie vraiment des delays, des reverbs, tout un tas de choses qui font que l'espace s'agrandit, sera petit. C'est que ce spectacle-là qui est visuel,
qui est qualifié de théâtre d'objet, c'est un mensonge en fait, c'est pas vrai. c'est vraiment radiophonique. Et on a eu un spectateur il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, qui nous a dit j'ai pas regardé votre spectacle, vous m'en voulez pas, mais j'ai passé une bonne partie à l'écouter. Bah, s'il a apprécié le spectacle juste en l'écoutant, c'est bien, c'est assez gagné. Voilà. C'est la première fois que tu pratiques une forme du théâtre d'objet ? Non, enfin le théâtre d'objet, en fait, ça s'est fait par hasard parce que j'ai fait monter un premier spectacle qui s'appelle Il y a quelque chose de pourri. Et c'est tout Hamlet en 1 heure. Et c'est un solo que moi j'avais commencé à travailler au conservatoire. Et en fait, c'est un faux solo où je suis tout seul à raconter Hamlet et faire tous les personnages. C'est plus un numéro de clown en fait. Et le clown dans le sens où c'est l'acteur qui voudrait être un... Tu sais, les clowns, c'est des personnages seuls et puis ils voudraient être grands et puis en fait ils sont petits, mais ils vont tout faire pour pas perdre la face et puis ça joue plein feu. Et donc c'est l'histoire d'un acteur qui veut être un grand acteur, mais son rêve ce serait de pouvoir jouer Hamlet pour être un grand acteur. Et c'était un peu ma vie à ce moment-là. En sortant du conservatoire, je me dis je veux bien jouer Hamlet parce qu'on venait de travailler, c'était de la dernière pièce sur laquelle on avait travaillé en sortant. Je dis, je ne serais jamais engagé, on ne va pas m'appeler pour ça. Donc je me suis mis en scène ce spectacle. Et donc comme je n'avais pas de troupe et qu'il fallait faire tous les personnages, je me suis dit tiens, mais je vais juste mettre des objets pour faire un point de repère pour les spectateurs parce que la pièce est assez complexe. Tu sais, entre Polonius, il y a Laërte et puis il y a le machin qui arrive et Claudius. Et quand tu regardes la liste des personnages, il y en a un petit peu, quoi. Donc là, c'est réduit à 8 ou 9 personnages, je crois. Et donc les objets, ils servaient juste de point de repère, quoi. Et en fait, il y a des gens qui l'ont vu et dans un réseau de marionnettes théâtre d'objets, ils ont fait putain, c'est du théâtre d'objets, c'est génial. Et moi, je ne savais pas que c'était du théâtre d'objets. Donc, Tu l'as fait de manière instinctive ? Ah bah complètement, là, c'était vraiment... Donc pour moi, c'est cool. Enfin, tu vois, pour moi, j'ai inventé le théâtre d'objets, mais juste pour moi. Donc, Et alors, c'est drôle, j'ai le sentiment que les pionniers du théâtre d'objets ont eu le même cheminement. Ouais, tu as l'impression de refaire, on rejoue toujours personnellement l'histoire un peu de toute l'humanité, puis dans sa pratique, on refait un peu de ça. Et ça, c'est vachement agréable. Et c'était du théâtre d'objets sans être vraiment du théâtre d'objets. Ça joue sur... c'est plus un clown qui va utiliser tout un tas de choses. Après, c'est vrai qu'on a pris un certain temps à choisir des objets en fonction du caractère du personnage, quoi. Mais par exemple, Polonius, là, c'est une bouteille de vin. Parce que j'avais vu une mise en scène c'est Claire Lannes d'Arcueil qui avait mis en scène ça, et son Polonius, le personnage qui le jouait, l'acteur, il était toujours un peu bourré. Polonius, il picolait dans les coins, quoi. Et j'avais vu ça, et puis ça avait marqué ce rôle. Je me dis, oh bah tiens, ça va être... Et en fait, après, ça allait bien, parce que comme il se fait tuer derrière le rideau, et puis il perd son sang, donc là, en fait, on a fait un truc où il y a un côté grand guignol, et je voulais aussi, comme il était tout seul, pouvoir dire, on va mettre du sang, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de faux sang, il y a un côté grand guignol, quoi. Vraiment, on en met partout, et puis c'est du faux sang, et puis c'est du faux sang vraiment réaliste. Il est super réaliste, il se lave, il est vraiment bien. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé avec du théâtre d'objets. Après, on fait du théâtre d'objets, mais moi j'estime pas qu'on fasse du théâtre d'objets. J'ai l'impression de faire plus du théâtre qui va utiliser plusieurs médiums, et il y a souvent des choses un peu de bric-à-brac ou qui se rapproche d'une économie du théâtre de marionnettes, on va dire. Comment la troupe a choisi les objets ? L'héroïne qui est vraiment une petite poupée, donc c'est une poupée. Et donc en fait le reste est soit des illustrations sur la table, où ça crée un petit tableau, mais voilà, c'est juste pour faire une illustration. Autrement, tout le reste sont des objets qui ont été glanés pour faire du bruitage. Non, on a abandonné très vite l'idée de vouloir mettre du concept ou du sens derrière les objets. En fait, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et je pense qu'il y a des compagnies qui le font très bien. Je trouve ça très intellectuel et je trouve ça vite rébarbatif et vite systémique. Mais c'est mon point de vue. Ça ne m'intéresse pas de se dire est-ce que l'objet est métaphorique, est-ce qu'il est symbolique, et je vais me faire quelque chose comme ça. À un moment peut-être, parce que voilà, on cherche quelque chose des fois, mais... Pour Première Neige, la recherche était ailleurs. La recherche, elle était vraiment ailleurs. La recherche, elle était vraiment radiophonique et cinématographique. Tu sais, dans le montage, de faire un montage comme si on faisait une dramatique et que ce soit du son, en fait. Que les objets, on puisse avoir une chorégraphie. Dès qu'on a sorti les premiers laboratoires qu'on avait fait, les gens oui, non, c'est évident. Enfin, on ne se pose pas la question parce que faut qu'on voit ça, c'est pas à voir, est-ce qu'il se cache, et que
c'est un peu les deux. Et je pense que là, par contre, ça joue vraiment sur les comédiens, au moment où tu t'effaces, tu arrives dans la lumière, tu t'effaces, tu joues sur ta propre coulisse, quoi. Tu crées ta propre coulisse en tant que comédien. Et tu sais, c'est des allées et venues. En fait, je crois que c'est des trucs de présence. Comment est-ce que tu peux arrêter? Tu dis, là, il faut que j'arrive à capter le public, là, je capte plus le public, là, tu fais ta propre coulisse, hors-jeu, des choses comme ça. Voilà, c'est un endroit de jeu que je trouve assez agréable quand on est avec le public en direct et comment est-ce qu'on peut s'effacer, pas s'effacer, enfin voilà, c'est ce genre de choses-là. Ça fait beaucoup, j'espère qu'on va bien réussir ce soir, parce que j'ai donné là, ce qui s'appelle une promesse dramatique. Et est-ce que tu as aussi travaillé la scénographie? En fait, oui. Enfin, oui, avec Maya Comer et avec Philippe Tillet, on avait travaillé là-dessus. Mais moi, je voulais faire une pièce où, au début, cette scénographie-là, elle était pour un projet qui a avorté et qui a donné ce projet-là après. On a gardé la scéno et il devait y avoir des objets. Ça devait faire comme un truc, comme un tour faire tout le théâtre, toute l'histoire du théâtre avec des objets qui serviraient d'accessoires et tout ça, mais l'idée c'était d'avoir un grill sous le grill du théâtre et avec des objets suspendus et qu'on puisse prendre. En fait, ça nous a apporté un matériel d'écriture assez fort, la scéno, parce que ça a mis du temps à venir, mais ça a été quand même quand l'idée est venue, c'était tellement évident. Je ne peux pas le dévoiler là maintenant. Mais si, tu dois nous le dire pour les auditeurs. Parce que c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfants et qui accueille le public et qui dit voilà, on n'a pas pu avoir d'enfants. C'est des gens qui sont partis de la ville et qui sont venus à la campagne, qui ont acheté une maison à la campagne pour avoir des enfants. Comme ce que font beaucoup de gens trentenaires, citadins, et puis qui vont. Sauf qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Là, voilà, on est dans le Morvan, là tu vois le projet de vie dans le Morvan et qu'on était là pour avoir des enfants et. Ok, on va vivre dans le Morvan avec cette grande maison qu'on a achetée et voilà. Donc en fait petit à petit il tombe sur cette nouvelle. Et cette nouvelle, il y a ce moment-là où elle dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, elle aussi. Et elle est au fin fond de la campagne. Maupassant enchaîne, que ferait-elle? Rien. Qu'arriverait-il désormais pour elle? Rien. Quelle attente, quelle espérance pouvait ranimer son cœur? Aucune. Et du coup, la fille que joue Marion tombe sur ce petit passage en rentrant de chez le médecin qu'elle avait encore à la ville et qui lui annonce qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Petit à petit, en fait, c'est ça qu'ils disent, on s'est mis à raconter cette nouvelle comme on pouvait. C'est ça qui nous a tenus ensemble. C'est ça qui a fait qu'on a continué à s'aimer. Et on s'est complètement isolés, on a condamné le haut de notre maison, on a vécu entre la cuisine et le salon pendant un long moment avec notre voisin donc qui est là, c'est Jocelyn, donc dans la pièce s'appelle Roland, qui habitait juste en face de chez eux et qui était musicien, donc qui venait les sonoriser aussi et du coup ils ont monté cette truc là. Et la morale, un peu cucu mais totalement assumée parce que l'art peut sauver des vies et doit sauver des vies ou pouvoir aider à mieux vivre. Hein, voilà. Et c'est ça qu'ils font et c'est pour ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils continuent, qu'ils font ce spectacle maintenant. C'est là où c'était extraordinaire, c'est que du coup cette suspension, ça rappelait le mobile du bébé qu'on met au-dessus d'un berceau. Et l'isolation aussi. Et l'isolation, voilà. Fait tout ça et en fait qui n'ont pas été réfléchis d'abord, ou en tout cas, ou qu'après qui ont été repensés, ou après on a fait ah oui tiens je viens de faire quelque chose, ça a du sens, donc du coup ce sens-là il est cohérent, donc allons dans ce sens-là dramaturgiquement, ou construisons. Donc c'est cool quand les choses sont organiques comme ça et qu'elles vivent. C'est une avancée par bloc. Ouais. Faut que ça fasse sens pour moi, ou en tout cas, mais pour la personne, je trouve que c'est bien si ça fait sens à un moment et que, comme dit mon philosophe préféré, Gilles Deleuze, c'est des agencements. C'est des briques qui s'imbriquent et qu'on met, et comment est-ce que les choses tiennent dans un autre endroit, dans un autre moment, avec une autre personne, ça aurait aucun sens. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et c'est ce qu'on raconte aussi. Et donc en tout cas, ça a été une bonne méthode pour ce spectacle-là. Est-ce que tu as un dernier mot pour les spectateurs ? Venez nous voir, venez Première Neige, mais ouais, déplacez-vous dans les communes à Auroux, là on a joué à Châtillon, à Nevers, et c'est important. C'est important de se déplacer, pas simplement en tant que public, mais en tant que bénévole, est-ce qu'on prend en main notre
culture, on fait une association de spectateurs, des choses comme ça. Il y a des gens à la Maison de la Culture qui attendent que ça, qu'il y ait des initiatives populaires et d'avoir des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment ce qui sort de cette petite tournée dans le Morvan où tu sais, les gens ils ont envie, mais on ne sait pas des fois comment s'y prendre et ce serait mon dernier mot. Merci Pierre et merde pour ce soir. Bah de rien. Merci. Et vous aurez tout le loisir d'aller assister à Première Neige. La compagnie est en tournée en France et en Suisse. Allez sur le site internet de la compagnie Elvis à l'attaque pour y découvrir les dates de leur spectacle. C'était un entretien de Jane Meus pour La Gravelotte déchaînée, enregistré le 14 février 2020 à la salle des fêtes d'Ouroux en Morvan. Merci à Pierre Porcheron et toute la compagnie Elvis à l'attaque de nous avoir accueillis.